pouvais plus bouger et en plus je dormais 20 heures par jour. Les autres, je mangeais un peu et ensuite j'allais au petit coin parce que j'étais obligée et suivant quoi je me douchais. Je vais vous raconter très sérieusement comment est-ce que mon corps s'est dit que c'était une meilleure idée d'hiberner après mon choc émotionnel. Et je te donne aussi la routine qui a pu m'aider par rapport à ma dépression. Et surtout à me sortir de mon enfermement tout à la fin de mon podcast, donc reste bien ici. Je suis Delphine et j'anime le podcast Je suis joie et je parle aussi de mes expériences dans celui-ci. Je vous souhaite la bienvenue et bonne écoute. Vous écoutez le podcast Je suis joie. Donc je vais vous poser le décor. C'est après que j'ai vécu une traversée du désert émotionnel parce que j'ai eu un choc émotionnel et j'ai dû vivre des expériences particulièrement difficiles pour mon jeune âge et du coup ça n'a pas fait un très bon ménage. Je vais pas vous faire un dessin mais en gros c'est une personne qui m'était très proche qui est malheureusement décédée, s'en est suivi d'une autre personne, enfin bref c'était une période un peu catastrophique pour moi et un véritable enfer sur terre. Et du coup, j'ai succombé dans une fatigue émotionnelle qui a été diagnostiquée aussi par ma psychologue de l'époque. Parce que, du coup, j'étais constamment fatiguée, je n'arrivais pas à me concentrer sur le moindre truc, j'arrêtais pas de pleurer, enfin bref, ça va du ressort de la dépression nerveuse. Et du coup, voilà, comme je dormais comme un félin, littéralement, donc c'est-à-dire plus ou moins 20 heures par jour en moyenne, fallait un petit peu se poser des questions par rapport à ça. Je sais pas vraiment comment vous expliquer, mais en gros, j'avais un peu l'impression que à l'intérieur de moi, il y a des gros piliers qui étaient là pour maintenir en fait tout ce que j'avais vécu dernièrement et que ces piliers, en fait, sont littéralement détruits et que tout est absolument tombé, inclus mon corps, inclus mon mental, et je savais absolument plus quoi faire à part dormir et pleurer. Éventuellement manger de temps en temps et pourquoi pas essayer de sociabiliser avec les gens dont j'avais envie. Mais bref, c'était suite aussi à une expérience qui a été très riche en anxiété, donc ça m'étonne pas vraiment de ma part parce que je sais que j'ai tendance à m'enfuir dans mon sommeil pour éviter de vivre un cauchemar en fait, tout simple. Et je pense que j'ai eu un choc émotionnel aussi parce que je m'y attendais pas du tout. Alors bon, il y a eu des signes assez précurseurs, mais la période de déni a été particulièrement longue et du coup, le temps qu'on s'en remette et qu'on essaye de faire en sorte que les choses aillent mieux, ça prend un petit peu de temps et du coup, vu que le mental ne veut pas suivre parce qu'il n'a pas envie et qu'il est dans le déni, et le physique, il essaie de faire en sorte que les choses suivent plus ou moins, mais au bout d'un moment, ça pète un plomb. Et ça fout la merde, tout simplement. Aujourd'hui, je vis bien, sauf que ça n'a pas été sans conséquences parce qu'il y a quand même certains moments où je me rends compte que la mémoire, il y a quand même certains moments où je me rends compte que mon corps a une certaine mémoire par rapport à cette période-là qui a été assez traumatique pour moi, disons les mots. Et je voulais justement en parler parce que c'est là qu'on se rend compte qu'il faut avoir une certaine résilience. Et cette résilience-là, elle est difficile à avoir aussi parce qu'il faut pouvoir tester son corps en fait et son mental pour savoir quelle est la juste limite entre se pousser en fait à sortir de sa zone de confort et en même temps pouvoir faire en sorte que prendre soin véritablement de soi lorsque son corps donne des signaux et lorsque le mental donne des signaux aussi. Parce que je sais qu'il faut sortir de sa zone de confort et pour ça je n'ai absolument aucun problème. Mais quand j'entends des infopreneurs qui disent « Ouais, mais c'est parce que c'est votre faute que vous n'êtes pas assez sortis et tout ça », alors oui, d'une part ils ont raison parce que je pense qu'effectivement, il y a des périodes où je mets un « en » généralisé parce que je suis la première à le faire. Il y a des périodes où on n'arrive pas à se sortir parce que je sais pas, il y a la déprime saisonnière, il y a le fait que ce soit un passage difficile, il y a aussi un fait qu'on ait peur, qu'on est tétanisé et que du coup on est bien dans notre zone de confort et qu'on n'a pas envie de le faire. Il y a plein d'éléments qui puissent être pris en compte, mais ça n'empêche qu'il y a quand même des moments où le corps il est clairement en train de dire maintenant t'arrêtes. Et que nous, dans notre mentalité aussi européenne, si je peux dire ça comme ça, parce que je parle en tant qu'Européenne blanche, il y a cette mentalité de se dire non, faut absolument que j'y aille, faut absolument que je rende un résultat, faut absolument que les choses arrivent et que je parvienne à mes fins, peu importe le résultat de mon bien-être à la fin tel qu'il est. Et pourtant, je pense que c'est ça qui est très destructeur. On peut arriver à un point
Moi, je pense qu'on peut tous réaliser les choses qu'on a envie de faire. Je veux dire, je suis quelqu'un qui est de base assez introverti, mais j'ai amélioré le fait que je puisse bien parler dans un podcast parce que j'ai des messages à délivrer et c'est pour ça que je le fais aussi, ce podcast. Et en même temps, fallait aussi que je respecte le fait qu'il y a des moments où moi, j'allais avoir besoin d'avoir cette introversion dans le sens où je me remets mieux de mes émotions quand je suis toute seule et quand je suis reclus avec moi-même. Et en même temps, le fait de discuter et d'échanger aussi, ça fait partie des podcasts. Je veux dire, faire un podcast avec un invité, pour moi, ça a été un énorme challenge. Alors que je me suis dit, mais en fait, sors de ta zone de confort, tu verras, tu choisis une première personne qui va être adorable avec toi et qui est dans cette vibe de développement personnel, bienveillance et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs ce podcast que j'ai fait avec Sabrina, qui est une personne adorable et qui parle de la conscientisation du mouvement. Et elle a le don de révéler le potentiel de chacun. Et pour moi, c'est une personne qui peut vous aider d'une manière ou d'une autre. Après, comme je dis toujours, les outils de développement personnel n'appartiennent pas à tout le monde. On n'a pas tous les mêmes clés pour ouvrir notre bien-être finalement. Donc c'est important de pouvoir s'écouter aussi et de pouvoir écouter ce corps et ce mental qui a tant de choses à nous dire et dont on a tellement peu conscience. Mais voilà, donc je vais revenir à nos moutons. J'étais vraiment pas bien, aujourd'hui ça va mieux, mais je vais parler au passé parce que évidemment à cette période-là mon mental n'allait pas et mon corps n'allait pas non plus. Donc c'était pas vraiment très étonnant que je sois un peu comme dans un état léthargique, parce que je peux dire ça comme ça, dormir 20 heures par jour, c'est pas normal. Et du coup, ce qui est un peu traître avec ça, c'est que le corps s'habitue, et le mental aussi. Et donc du coup, quand le corps s'habitue à faire quelque chose, il faut le déshabituer à faire un truc qui n'a pas lieu d'être finalement, parce que on est des humains, on est des êtres de mouvement aussi, et qu'on a besoin de faire des choses et d'accomplir. Je veux dire, la pyramide de Maslow, elle est là pas pour rien, parce qu'on a des besoins de sécurité de base, et que du coup, plus on monte ces échelles-là, plus on a un besoin d'accomplissement. Donc c'est logique aussi que moi, il fallait déjà que, vu que mon corps était complètement à la ramasse et que mon esprit était complètement à l'ouest aussi, fallait déjà que je puisse me rassurer, me mettre en sécurité déjà de base. Et ça, je pense, c'est important à prendre en compte et que très peu de personnes en parlent aussi par rapport à ça. C'est que si vous vous mettez pas en sécurité déjà physiquement et mentalement de base, ça va être très compliqué de pouvoir changer les choses, de déshabituer son cerveau. Parce que pour moi, le cerveau, c'est un muscle, en fait, qui est là et qui essaie de nous faire fonctionner, et il a tout pour bien faire, vraiment tout pour bien faire. Et finalement, notre âme, elle a envie de faire d'autres choses, elle a envie d'accomplir plein de trucs, et c'est important pour elle, et c'est ce qui fait que vous avez cet espoir, en fait, finalement. Et du coup, au lieu de se sentir pas à sa place, du coup, c'est l'âme qui doit dire au cerveau, écoute, mon gars, t'es sympa, mais moi, j'aimerais accomplir des choses, et en fait, tu m'en empêches, donc maintenant, t'essayes de faire en sorte que les trucs arrivent. Donc c'est un peu une bataille perpétuelle aussi, entre ton cerveau qui, non, lui, il a créé un réseau neuronal qui a dit, non, moi je veux dormir 20 heures par jour, donc tu me fous la paix maintenant, je suis mieux comme ça, parce qu'au moins je peux éviter de souffrir et de faire en sorte que les choses soient horribles à vivre pour moi. Et moi, du coup, dans mon âme, en fait, j'avais envie de m'en sortir, parce que j'avais envie de faire des choses de ma vie, j'avais envie de pouvoir recommencer à travailler, je veux dire, à pouvoir discuter avec les gens normalement. Et c'est vrai que, je pense que je pourrais définir un peu ce vouloir de changer, un peu comme un matelot qui se lance en mer finalement et qui tombe dans la tempête et qui se noie en permanence, mais qui finalement ne se noie pas tant que ça, parce qu'il revient à la surface, il reprend la respiration, il crache toute l'eau qu'il a, mais il se fait ramasser par une vague encore par-dessus. Et c'est un peu cette image-là que j'ai pour vous expliquer un peu ce qu'est la fatigue émotionnelle, parce que vous vous rendez compte que vous êtes toujours vivant alors que vous êtes dans un état léthargique, et c'est ça qui est horrible à dire, parce que s'échapper dans son sommeil, c'est fuir une certaine réalité, et je sais que je la fuyais, cette réalité. Alors, sous le coup, je le savais quelque part, et en même temps, c'était la meilleure façon pour moi de me protéger, et je pense que il fallait ce passage à vide-là. Mais c'est vrai que j'ai très souvent eu aussi un caractère à me morfondre, à me descendre, à me dévaloriser. Enfin, je veux dire,
Je sais qu'on est nombreux et nombreuses à le faire et j'en ai conscience aussi. Et je pense que le fait de juste en avoir conscience, déjà, c'est un bon pas vers soi. Et après, ça a été dur pour moi parce que vu que j'étais dans cet état de fatigue émotionnelle, que j'en pouvais plus, que je me demandais pourquoi la vie elle avait fait certaines choses avec moi, que je ne comprenais pas pourquoi, que je ne méritais pas en fait ce genre de choses-là. Et que finalement, c'est pas que je le méritais pas quelque part parce que j'ai compris plus tard que la vie a voulu me montrer certaines choses. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là pour en discuter en fait dans un podcast. Et pour vous dire que la résilience, elle est importante aussi. Mais surtout, c'était important pour moi que même si j'avais, et j'ai encore, un caractère à me dévaloriser, que c'est important à faire des choses en ne culpabilisant pas. Et ça aussi, je tiens à le relever parce que, par exemple, je prends beaucoup d'exemples sur mon expérience parce que c'est la chose dont j'arrive le mieux à parler. J'étais dans un état où je m'en voulais d'être encore en vie parce que l'autre personne était décédée et que du coup, pour moi, rire, c'était quelque chose de comme si je trahissais cette personne qui était décédée en fait. Et du coup, le rire, c'est la vie en fait. Si vous voulez bien, la bonne humeur, c'est la vie. Et quand je fais un podcast, je suis joie. Pour moi, c'est ma plus belle des victoires par rapport à cette jeune fille qui était complètement au fond du gouffre. Même si j'avais touché le fond, il y a un jour où je me suis dit, écoute, pour que tu ailles mieux, il faut que tu acceptes de pouvoir rire au moins 5 minutes par jour. Vraiment. Et quand on se pose ce genre de questions-là, je pense qu'il y a aussi une remise en question de finalement qu'est-ce que c'est que le bonheur et qu'est-ce que c'est que de vivre sereinement avec soi-même. Qu'est-ce qui fait qu'en fait je suis moi-même vivante dans mon quotidien, hormis le fait que je puisse, je sais pas, avoir des biens matériaux, je veux dire des choses comme ça finalement qui n'est qu'image et qui n'est que brillance. Alors j'aime beaucoup les choses qui brillent, hein. Ça c'est un peu mon petit côté comme ça, mais j'ai aussi conscience que tout ce qui m'importe finalement, c'est le fait que je sois en bonne santé, que ma famille soit en bonne santé, qu'on ait tous une maison, qu'on soit dans un pays où finalement je puisse m'exprimer comme j'en ai envie aussi, parce que ça, faut le dire. Mais je veux dire, j'ai une certaine reconnaissance en fait dans le monde où je suis. Et finalement, je pense que c'est d'avoir touché le fond tellement bas, où je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut faire qui fait que je me rende vivante finalement? Et du coup, j'ai commencé à tenter de rester éveillée plus de 10 heures par jour. Je suis passée de 4 à 10 et franchement, c'était un challenge. Mais j'ai réussi à le faire. Parce que je me suis dit, et j'ai dit à mon cerveau, je lui ai dit, écoute mon gars, t'arrêtes de me faire chier. Maintenant, je veux rester réveillée plus de 10 heures. Et c'est pas négociable. Et c'est là la différence où il y a des jours où j'arrivais pas et il y a des jours où j'arrivais très bien. Mais je m'étais donné une règle où je m'étais dit, bon, ok, il y a des jours où t'arrives pas, tu te donnes 2 jours de vacances, entre guillemets, de repos si jamais t'arrives pas, pour éviter de retomber dans un engrenage finalement qui est malsain pour toi. Et donc du coup, je m'étais dit ça, mais vraiment, je me suis parlé à moi-même en me disant, maintenant, tu bouges ton cul en fait. Et du coup, c'est ça, je veux dire, à se dire soi-même, mais concrètement, parce que je sais qu'il y a des gens qui disent, oui, mais je sais qu'il faut que je me dise les choses, mais non, mais là, en fait, je me suis pas laissé le choix. Et je pense que c'est ça qui fait la grosse différence. Je sais que c'est dur et qu'il faut avoir une certaine force d'esprit, mais ça n'empêche que du coup, vu que j'arrivais à rester réveillée plus de 10 heures par jour, j'ai pu recommencer à travailler normalement aussi. Parce qu'au début, je travaillais à temps partiel et après, j'ai recommencé à bosser à 100%. Parce que le problème, c'est que du coup, j'avais pas le choix non plus sur ce côté-là. Parce que je faisais donc une formation et dans cette formation-là, j'arrivais bientôt au bout, fallait faire les examens finaux, fallait faire les choses et ça allait gentiment voir pour penser à ce que je travaille à 100% parce que sinon j'allais pas réussir à obtenir mon diplôme, si vous voulez bien. Donc moi non plus j'avais pas envie de repousser ça parce que j'avais aussi la promesse en fait quelque part que je pouvais partir de la maison. Enfin chez moi à la maison c'était un petit peu compliqué de par la maladie psychologique de ma maman, mais ça je peux en parler une autre fois. Et du coup, ça a été vraiment pour moi une victoire. Et du coup, j'ai compris que la zone de confort, finalement, c'était une zone de sécurité. Et après, je me suis dit, ok, Delphine, qu'est-ce que tu peux faire, toi, en tant qu'humaine? Je sais que
t'as besoin de bouger. Et j'ai compris ça, que j'étais un humain de mouvement, vraiment, parce que en me mettant en mouvement, finalement, j'arrivais à penser à des choses, mais ça désembrumait en fait de ma tristesse. Et j'ai vraiment un peu cette image que à l'intérieur de moi, j'avais vraiment cette chaleur humaine en fait qui était là et qui était bien présente et que je savais que je pouvais la donner quelque part, mais que j'arrivais pas. Et finalement, j'avais chaud. J'avais chaud, mais je pleurais. Et du chaud et de l'eau, ça fait quoi? Ça fait du brouillard, ça fait de la buée, tu vois rien, c'est chiant. Donc finalement, j'avais besoin, moi, de me rafraîchir l'âme avec, oui, certainement, des larmes, certes, mais surtout d'évacuer toute cette chaleur-là. Et donc du coup, c'est pour ça que en évacuant les choses et en bougeant, alors je faisais de la course sur tapis. C'était vraiment quelque chose que j'aimais pas faire. Je vais dire honnêtement, se sortir d'une zone de confort quand on essaie de sortir d'un état psychologique qui est juste désastreux, c'est pas facile. Et je soutiens toutes les personnes qui sont dans cette démarche-là actuellement et sincèrement, je suis avec vous. Bref, du coup, je courais mes 10 minutes de course sur tapis. C'est un truc que je n'aimais pas faire. Mais je me disais, écoute Delphine, c'est ça ou c'est rien. Donc finalement, t'as envie de t'en sortir, tu veux faire les choses, au bout d'un moment, faut prendre des décisions. Ça, c'est aussi le deuxième truc. Prendre des décisions, même si, sincèrement, il y a des décisions que j'ai prises qui étaient des décisions de merde, faut dire ce qu'il en est. Mais finalement, j'ai réussi à rester dans mon travail, à aller faire mes 10 minutes de course. Je pense que c'est l'abonnement de fitness le moins bien investi de ma vie. Je vais dire honnêtement. Mais après, je me dis que au moins, de par ce fitness-là, j'ai quand même pu, par après, faire des cours collectifs, sociabiliser avec des gens et faire qu'ensuite, j'arrivais un peu mieux à faire du sport aussi. Ça valait quand même la peine. Alors, je pense pas que ça valait la peine pour les 700 balles que ça m'a coûté, mais n'empêche que, au moins, j'allais courir mes 10 minutes par jour et j'étais fière de moi. Et c'est cet accomplissement, finalement, et puis, quand on fait du sport aussi, on dégage des hormones. Donc, de toute façon, ça pouvait que mieux fonctionner. Mais bref, moi, sur le coup, pour moi, ce qui était très important, c'était de pouvoir faire en sorte que courir, en fait, ça libérait quelque chose en moi. Et je foutais dehors ce feu qui était en train de brûler. Et j'évitais d'ajouter des bûches alors que j'étais méga triste. Enfin voilà, c'est une métaphore. Vous comprendrez au fur et à mesure de mes podcasts que j'adore les métaphores. Enfin voilà, donc je voulais aussi vous parler de la mémoire corporelle parce que j'en ai fait l'expérience il y a pas très longtemps. Où j'ai compris qu'en fait, mon corps, il se bloque quand il y a quelque chose qui arrive. Et que vraiment, il est dans un état... il panique, quoi. Et du coup, il a fallu que j'y amène toute ma douceur, quelque part. Mais je vais d'abord poser le décor. En fait, il y a une personne qui était vraiment très importante pour la famille et tout ça, et qui est malheureusement décédée. Enfin bref, du coup, ça a fait remonter tout plein de choses, enfin voilà, qui ont pas, que j'ai pas forcément envie de me souvenir, et en même temps je me suis dit que des fois la vie elle essaye de rappeler certaines choses pour pouvoir les travailler, et du coup voilà, je me suis retrouvée où genre, il y a eu l'enterrement, il y a eu la cérémonie, tout ça, mais genre pendant une semaine après, j'étais bloquée et j'étais sur mon canapé et je bougeais pas. Mais vraiment, je me disais, faut que je bouge et tout. Mais non, en fait, j'étais bloquée sur mon canapé, je lisais, et c'est la seule chose que j'étais en train de faire. Et comme je disais, je suis quelqu'un qui aime bien bouger et j'aime vraiment faire du sport. Ça me fait du bien et ça me fait plaisir. Je le fais par passion, vraiment, pas par objectif, mais par passion. Et je sentais que j'arrivais pas à bouger. Et du coup, je me suis rappelé à un moment donné, je me suis dit, mais purée, c'est vrai que la dernière fois que j'ai eu cet état-là, en fait, c'était il y a 10 ans, au décès de cette personne qui valait vraiment beaucoup pour moi émotionnellement. Et cette personne-là, qui faisait partie de la famille, elle vaut encore, parce que pour moi elle est dans mon cœur, elle vaut encore beaucoup émotionnellement. C'est une dame qui m'a beaucoup aidée. Je veux dire, j'ai vécu un moment avec elle dans un appartement qui est dans la même maison, enfin bref, et tout ça. Je veux dire, c'est une personne que j'ai vraiment beaucoup portée dans mon cœur et avec qui j'ai beaucoup pu échanger sur beaucoup de choses. Enfin voilà, du coup c'était émotionnellement un peu compliqué, mais après je me suis dit ok, j'ai pas envie de faire les mêmes erreurs. Et surtout que vu que j'avais toutes les ressources qu'il fallait pour pouvoir m'offrir cette douceur que j'avais pas pu m'offrir à l'époque. Et je me suis dit, mais Delphine, cette fois, s'il te plaît, ne fais pas la même erreur. Je me suis dit, ok. Du coup, j'ai compris ça. Déjà, je pense que le fait de prendre conscience de certaines choses, ça peut m'aider tellement aider. Mais
tellement aidé dans le processus en fait de comprendre qu'il y a un problème, d'observer la situation, de finalement se faire des propres demandes, quoi. De se dire, bon, ok, t'es pas bien, t'es triste, ça marche. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Parce que je suis quelqu'un qui va aussi énormément dans l'action. Je suis dans le mouvement, je suis dans l'action aussi, dans les décisions que je prends dans ma vie. Et je me suis dit, d'accord, tu vas respirer, tu vas prendre conscience que t'es de nouveau dans cet état-là, c'est pas grave, il n'y a aucun problème avec ça. La vie te fait prendre conscience de certaines choses, tout va bien. Donc, j'ai recommencé à méditer, j'ai recommencé à écrire, j'ai recommencé à réfléchir sur un moyen de calmer ces névroses. Je me suis dit, tu te laisses 2 jours. À partir de cette prise de conscience, je me suis laissé 2 jours où j'étais un peu en PLS, j'ai pas caché. Et je me suis dit, ok, tu vas recommencer à écrire ce que tu ressens. Soit, c'est ce que je fais tous les matins, j'écris ce que je ressens, je suis quelqu'un qui aime beaucoup poser mes mots. Donc c'est ce que j'ai fait. Après, tu t'es dit, ok, donc maintenant, j'arrive à écrire ce que je ressens. Puis c'est bien. Et après, quand j'ai senti que finalement, en fait, mon corps me demandait absolument d'évacuer tout ça, qu'est-ce que je fais pour évacuer? Actuellement, je fais de la natation, donc je suis allée nager. Et donc en nageant, moi, ça reste quelque chose qui me fait du bien. Il faut que je me concentre et tout encore sur la technique. Je suis encore assez débutante, mais pas trop. Enfin voilà. Et donc, j'ai fait tout ça. Et c'est là que je suis finalement sortie de cet engrenage et de choses. Et que je me suis rendu compte que finalement, j'ai pu m'en sortir toute seule. Et que j'étais fière de moi. Parce que je me suis dit, mais waouh, c'est trop bien. Et que du coup, je pense qu'on arrive à avoir une certaine résilience et d'accepter qu'il y a des situations qui nous échappent en fait. Et surtout de faire le deuil, de se dire, ok, ça m'échappe, merde, qu'est-ce que je fais? C'est pas grave, déjà se pardonner du fait de faire ça. On n'oublie pas en fait ce qui s'est passé. Jamais j'oublierai de ma vie toute cette période qui a été hyper intense pour moi et qui a été vraiment horrible parce que j'arrivais plus à parler à personne. Et puis moi, je suis quelqu'un qui adore parler en règle générale et d'échanger avec les gens. Je pense que j'ai cumulé tellement de ressources et de tips pour moi. Et j'ai décidé de vous en partager en fait. Donc je pense qu'on sous-estime beaucoup le pouvoir qu'on a de se remettre, sans oublier de partager avec ce que beaucoup vivent, parce que je pense que je suis pas du tout la seule et je vois très peu de gens parler du fait que la dépression c'est quelque chose d'assez horrible, faut dire ce qu'il en est aussi, mais que surtout c'est possible de s'en sortir et que ça fait pas de ces personnes-là des mauvaises personnes déjà premièrement, parce que voilà. Des fois, quand il y a des gens qui nous disent « Ouais, mais franchement, tu pourrais vivre encore un peu et tout », mais alors que ils n'en ont absolument aucune idée de ce que tu as vécu. Franchement, je veux dire, ne minimise pas ton problème, s'il te plaît, vraiment, c'est la seule chose que je te demande. Donc voilà, je vais passer à ce qui vous intéresse, donc c'est-à-dire ma routine. Donc, comme je disais, mon but pour moi dans cette routine-là, c'était de mettre en sécurité mon corps et mon esprit. Pour ce faire, j'ai dû créer une stabilité, donc c'est-à-dire une stabilité émotionnelle et faire comprendre à mes cerveaux et mon corps que chaque matin, quand il se réveille, tout va bien, il fait son truc, le machin, et que le soir aussi. Enfin, voilà. Donc, en gros, c'était mes routines que je fais, et c'est encore mes routines que je fais quand d'un coup je sens qu'il y a une situation qui m'échappe et que je sens que j'ai mon anxiété qui monte un peu. Je me suis inspirée du Savers. Donc, je sais pas si vous connaissez, mais en gros, donc c'est le S comme le silence. Donc, je fais une méditation le matin de 10 minutes. Si vous n'arrivez pas à faire 10 minutes, ce n'est pas grave. Moi, je mets un minuteur parce que des fois, j'ai tendance à m'endormir. Et du coup, voilà. Donc, du coup, au début, je faisais des méditations avec guidées ou des choses, ou même, je faisais 3 minutes, je veux dire, des respirations, on réfléchit un peu à comment on respire, et c'était surtout de prendre ces pensées, en fait, néfastes et de les mettre de côté. Ça, c'est déjà un premier exercice, mais vraiment, ne vous surestimez pas et sous-estimez pas non plus par rapport à la méditation, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui prend du temps, surtout si vous n'avez pas l'habitude, donc voilà, je vous souhaite bien du courage. Ensuite, le A comme affirmation, donc le fait de répéter des phrases affirmatives. Et ça, je sais que vous aurez l'impression d'être un imbécile devant votre miroir, mais sincèrement, maintenant, j'ai compris que je peux le faire, et j'ai compris que je ne suis pas stupide de parler face à un micro, et que j'ai compris que je peux tout faire ce que j'ai envie. Et ça, je pense que c'est la plus grande des victoires que j'ai pu avoir pour une personne qui me sous-estime énormément. Donc voilà, après, c'est clair que de trouver des phrases
qui vous inspire, bah du coup c'est notre paire de manches, mais je vous fais confiance pour ça et je suis sûre que vous allez en trouver. Ensuite, le V comme visualisation. Donc visualiser ce qui me rend heureuse. Donc voilà, là à cette époque-là, j'avais un peu la visualisation de comment est-ce que je voulais que ma vie elle soit. À cette époque-là, je faisais qu'en gros, j'avais envie d'avoir mon appartement, que j'étais toujours avec mon chéri et que du coup, je rentrais du travail, que je faisais mon cappuccino et mon truc. C'est vraiment des trucs tout simples, hein, faut pas se leurrer, je veux dire. Ceux qui se font des trucs où ils sont milliardaires, ils ont plein de trucs, tant mieux pour eux, hein, qui courent bien à leur face. Moi, j'ai aucun souci avec ça, mais finalement, je pense qu'il y a aussi un peu de simplicité à avoir dans la tête et que, je veux dire, on veut pas forcément tous être milliardaires et avoir un yacht. Alors, si ce n'est que de passer une semaine de vacances sur un yacht, moi, je vais pas cracher dessus, hein, je vais être très honnête avec ça. Mais après, c'est pas non plus ma méga motivation, quoi. Pour moi, c'était juste déjà de me faire un cappuccino, de rentrer de mon travail tout en étant de bonne humeur. C'est un objectif comme un autre, ne jugez pas. Ensuite, il y a le E comme exercice. Je fais juste une salutation au soleil en yoga. Ça me prend 5 minutes, même pas. Et c'est moi, ça me suffit amplement. Il y a des gens qui vont courir, il y a des gens qui vont faire du sport. Voilà. Et S de scribing, donc soit écriture. Donc j'écris ce que je ressens dans un journal, tout simplement. Et j'essaie d'écrire tous les jours. Parce que ce qui m'a beaucoup aidé en fait, c'est de me sentir en sécurité parce que comme je dis, je savais que j'avais quelque chose de stable et du coup ça m'a permis de me forcer aussi à plus bouger, à plus collaborer avec des gens. Je me mettais des mini-objectifs hebdomadaires pour faire en sorte que les choses commencent à changer et avoir un certain changement. Donc voilà, je le faisais du matin parce que je suis plus dans ce genre-là et j'avais envie d'évoluer le fait que je sois quelqu'un du matin aussi. Parce que je sais que j'ai plus d'énergie le matin et pas le soir, parce que le soir, à part scroller, je faisais pas grand chose, donc voilà. C'est à force de répétition, en fait. C'est à force de répétition et que j'ai compris qu'il y avait le paradigme qui rentrait en ligne de compte. Et ça aussi, c'est un truc, franchement, si vous voulez aller voir, je pense que ça vaut la peine parce que le paradigme, c'est un long sujet que je pourrais peut-être vous en parler dans un autre podcast si vous avez envie d'avoir quelque chose sur ça. Et même, je pense que ça pourrait être un podcast que je pourrais avoir avec un ou une neurologue, pourquoi pas avoir qui est assez open pour en discuter. Du coup, sortir des schémas toxiques, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'assez compliqué. Je m'étais foutu dans des engrenages, mais vous imaginez pas à quel point mes croyances limitantes, ma zette. Enfin voilà, même maintenant j'y pense, je me fous de ma gueule entre guillemets, mais c'est pas méchant, c'est juste que j'étais tellement naïve. Enfin voilà. Et du coup, je me forçais. Alors j'avoue qu'il y a des moments, je tiens juste à le dire, où je me suis vraiment fatiguée comme une imbécile. Je me suis trop fatiguée, je me suis trop laissée porter par ce fait de morning routine, on mange ci, on mange ça, naninana, et puis je me suis plus fatiguée qu'autre chose. Donc je sais que c'est important de mettre en place ce genre de choses, mais après c'est aussi important de savoir quelles sont ses limites. Savoir ses limites, c'est faire des erreurs. Donc vraiment, si le fait de faire le Savers de A à Z, ça vous prend trop de temps, moi, actuellement, ce que je fais, et je vais vous le révéler, parce que j'ai l'impression qu'il y a trop cette hype de pouvoir faire des super morning routines et tout ça. Je le fais de temps en temps quand il y a une période où je sens que je suis particulièrement agitée, ça m'aide. Je dis pas que ça n'aide personne, et je me fous pas de la gueule des gens qui le font, vraiment. C'est juste que je pense qu'il faut adapter parce qu'on est tous très différents, et que finalement, faut pas tomber dans des habitudes maladives aussi, et finalement qui deviennent toxiques, et qu'il y a aussi la culpabilisation qui vient aussi s'introduire là-dedans. Donc voilà, c'est juste ça avec quoi je voulais vous rendre attentif aussi, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à tenir des morning routines, mais je vais vous dire la mienne, sincèrement, je me lève, j'essaye de faire mes 10 minutes de méditation, parce que je sais que ça me calme énormément et que ça me fait un très grand bien. Mais il y a des fois où pendant une semaine complète, j'y arrive pas. Je sais pas, déjà je me lève le matin, ça me fait chier et j'ai pas envie. Mais voilà, c'est comme ça. Et du coup, j'écris mes pensées sur une page A5 et je me force à écrire A5. C'est vraiment, il y a toujours un moment où quand je sens que quelque chose m'emmerde, par exemple le fait de faire ma méditation de 10 minutes et que je me dis, je flaire un peu un truc là qui est pas... Enfin voilà. N'hésitez pas à faire confiance à votre intuition, s'il vous plaît. Et donc là, mon intuition elle me dit, ouais, il y a un truc qui fait qui est un peu en train de t'échapper. Enfin voilà. Et donc du coup,
je me force à écrire ma page à 5 et puis finalement je me dis bon ok, maintenant t'arrives à écrire ta page à 5, c'est bien, bravo, donne-toi un pinch Delphine, c'est génial. Essaie de faire ta méditation 10 minutes, tu sais que ça te fait du bien en plus, c'est ça le pire. C'est qu'il y a des choses qu'on sait que ça nous fait du bien mais qu'on a la flemme. Et pour ça, je nous trouve tellement terrible. Et puis pour moi, je veux dire, on est des humains, on est là pour profiter et expérimenter surtout. C'est important. Expérimentons, trompons-nous. Alors je sais, ça fait chier de se tromper et d'assumer que finalement on s'est planté, qu'on n'a pas réussi à tenir nos trucs et puis ci et ça. Mais si vous saviez le nombre de fois que je me suis pété la gueule et que je me suis mangé le sol, mais vous imaginez pas à quel point. Et c'est ça que j'ai aussi envie de le dire, et c'est pour ça que je fais ces podcasts, parce que pour moi c'est important d'amener des messages et de les transmettre, ne serait-ce que juste en discuter entre nous pour améliorer des conditions. Je veux dire, si aujourd'hui il y a la condition par exemple de la femme, moi je le parle parce que voilà, après il y a des choses qu'il faut encore améliorer, ne l'oublions pas, mais si je peux aujourd'hui me permettre tellement de choses, et même le fait de voter, de nos sœurs, de nos mères qui se sont battues pour nous et qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, même moi, je pourrais transmettre à mes enfants, je veux dire, dans le fait que t'as le droit de penser des choses, que t'as le droit d'être un peu sensible, mais que voilà, des fois, faut savoir aussi un petit peu sortir de ta zone de confort et que finalement, t'as le droit de penser ce que tu veux. Et pour moi, ça, c'est des choses qui fait que ce soit nous des humains et qu'on se transmette génération en génération. On n'est pas obligé d'être des Léna Situation, d'être des Squeezie, d'avoir une notoriété de malade. Je veux dire, pour moi, si je peux avoir un impact sur 1000 personnes qui après ont un impact sur plein de personnes, mais pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. Je viens sincèrement et avec mes mots et pour moi, c'est le plus important, en fait, de pouvoir transmettre des messages et de faire en sorte qu'il y a des gens qui peuvent aussi améliorer leurs conditions de vie. Parce que, voilà, dans une société où il faut avoir la perfection et la course au rendement et tout ça, mais c'est pas possible. J'espère que les personnes qui cherchaient des outils, elles ont pu trouver leur clé à molette pour améliorer leur état mental. Et je voulais surtout vous dire de prendre le temps d'avoir votre douceur, s'il vous plaît, propre à vous. Mettez votre crème. Mettez votre douceur à votre âme, parce que sincèrement on en a tous réellement besoin et on oublie beaucoup trop, et d'avoir de la patience avec soi, sincèrement, d'avoir de la patience et de cette douceur, vraiment c'est les deux mots que j'aimerais sortir avec moi quand j'étais vraiment pas bien, que j'étais au plus bas. Et si ces derniers temps ça va mal, dites-vous que après le mauvais temps vient un arc-en-ciel et le soleil. Donc finalement, ça va aller, même si c'est dur, et je suis vraiment de tout cœur avec vous, et sincèrement, et j'espère que vous entendez mes mots comme un petit signe pour vous dire que ça va aller, vraiment. Donc voilà, c'était Delphine, j'anime le podcast Je suis Joie avec des invités, et je parle aussi de mes expériences. J'espère que vous avez aimé écouter mes paroles. Et sincèrement, s'il y a une personne qui a besoin d'entendre ces mots, partagez ce podcast-là avec votre amie, parce qu'elle a peut-être besoin d'entendre ces mots-là. Et n'hésitez pas à partager entre vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, parce que c'est le premier podcast solo que je fais. Et je vous vois dans 2 semaines. À bientôt!